Bonjour à cette dernière séance de ce colloque. J'espère que ça va vous intéresser autant que la question de la traduction, qui a donné lieu effectivement à une très belle session. Nous avons 3 personnes, comme dans tous les autres panels. Ils vont avoir 20 minutes pour vous présenter leur contribution. Comme ordre de passage, il m'a semblé plus important d'aller du plus général au plus particulier. Donc on va d'abord passer la parole à David Vrisley de l'université New York University à Abu Dhabi, qui va faire un panorama peut-être un peu général. Ensuite, nous écouterons notre collègue Mohamed Ben Romdan de l'université de la Manouba, qui va parler du libre accès. Et ensuite, nous aurons une présentation d'un dictionnaire historique, donc ça fait écho aussi de la langue arabe, ça fait aussi écho de la séance que nous venons d'avoir. Et puis j'ai oublié de me présenter, je suis Mercedes Zollet, je suis directrice de recherche au CNRS. Mon domaine de spécialité, c'est l'Égypte contemporaine, mais je suis ici au titre d'un consortium qui essaye d'œuvrer à la transition numérique des études sur le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. Il y a beaucoup à faire. Comme nous sommes pas mal d'historiens, nous avons commencé surtout à travailler sur la reconnaissance automatique des écritures manuscrites, avec des résultats assez encourageants jusqu'à présent. Donc voilà, on espère que ça va contribuer aussi à faire connaître ou mieux connaître ce patrimoine écrit qui souvent n'est disponible sur Gallica, par exemple, que sur le mode image. Donc c'est pas terrible. Et donc nous essayons d'œuvrer notamment à ça. Voilà, sans plus tarder, David Vrisley. Merci. Merci beaucoup aux organisateurs, aux organisatrices de m'avoir invité. Je suis honoré et très, très content d'être ici au Collège de France aujourd'hui. Le titre de ma présentation, de mon intervention aujourd'hui, c'est les humanités numériques HNDH, donc Humanité numérique ou Digital Humanities DH, dans le monde arabe, enjeux, acteurs et mise en œuvre. Donc déjà en 2013, Viavorka s'interrogea déjà sur la question de la transformation de l'humanité face à des nouvelles configurations sociotechniques et plus particulièrement sur le rôle que joueraient les chercheurs en SHS dans ce nouveau impératif numérique, nom de son petit livret qui est sorti cette année-là. 10 ans plus tard, en 2023, nous observons l'épanouissement des recherches et des formations en humanité numérique un peu partout dans le monde, mais qu'en est-il des pays arabes ? Au cours de mon intervention, je vais proposer une mise au point sur les humanités numériques dans les pays arabes du Machrek. Je commencerai par faire une petite introduction sur les différents aspects de leur évolution, tout en soulignant les enjeux liés à l'utilisation du numérique dans les sciences humaines dans ces pays concernés. Je vais également mettre en avant les acteurs clés de la région, des institutions, et quelques mots sur leur domaine de recherche actuel. Cela me permettra de valoriser les travaux effectués dans cette région et d'encourager la reconnaissance des talents sur le terrain. Enfin, je me poserai la question de la mise en place éventuelle d'un écosystème de recherche facilité par le numérique et la durabilité de ces recherches dans ce contexte du Machrek. En effet, il est important de s'interroger sur la pertinence de l'utilisation du numérique en sciences humaines dans cette région et de déterminer les moyens pour garantir la durabilité de ces travaux. Le volume que vous voyez sur l'écran, intitulé Global Debates in the Digital Humanities, publié en 2022, sous édition Manifold, disponible en libre accès d'ailleurs sur Internet, offre une réflexion sur les défis de la production globale du savoir à l'ère du numérique.
Cependant, malgré la mention passagère des médias sociaux et des révoltes arabes de 2011, il n'y a aucun traitement du monde arabe dans les chapitres de ce recueil. La plupart des acteurs abordent d'autres pays et régions telles l'Inde, l'Asie, l'Afrique, Singapour, la Russie, etc., l'Amérique latine, etc. Pour moi qui ai vécu et travaillé plus de 20 ans au Moyen-Orient, cette absence du voix arabe est flagrante. Elle pourrait être interprétée de deux façons, à mon avis, soit comme une occultation involontaire de cette voix arabe, peut-être qui ne s'exprime qu'à voix basse sur la scène universitaire globale, soit comme la partialité des éditeurs du volume dominé par le discours des pays BRIC, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, la Chine, Afrique du Sud, pays qui sont fortement représentés dans ce volume, dans le contenu de ce volume. Bien que cette omission soit regrettable, elle est peut-être typique du moment que nous vivons actuellement. La collection marie en réalité une double réflexion sur l'infrastructure et la fracture numérique, réflexion qui est tout à fait pertinente pour la situation des pays arabes. Malgré l'absence de la voix arabe dans ce volume, je vous recommande ce livre car il offre une réflexion intéressante sur les défis liés à la production du savoir à l'ère numérique en dehors du monde dit développé. D'autres livres sont parus dans les dernières 5 années d'ailleurs qui touchent l'aspect régional des humanités numériques. Ici, nous voyons sur l'écran un livre sur l'Asie Pacifique, donc sur l'Océanie, l'Amérique latine et l'Inde. Dans mon intervention, je tiens à attirer votre attention sur ces discussions, des initiatives et des activités qui se déroulent dans certaines régions du monde arabe, des Mashrek, si j'ose dire, qui se trouvent éclipsés dans le débat global sur les sciences humaines et sociales. La communauté des Digital Humanists, c'est-à-dire les spécialistes en humanité numérique, consiste à une sorte de mouvement discret, mais en constante progression, qui mérite d'être observé. Il est probable que ce tournant numérique s'imposera de plus en plus dans les études arabes, et que ces méthodologies prendra une place de plus en plus importante dans les discussions entre les chercheurs dans les SAS arabes. Donc avant de continuer, je suppose que certains d'entre vous connaissent cette expression humanité numérique, ou DH, Digital Humanities, comme on aurait tendance à la raccourcir en anglais, mais peut-être une définition, ou plutôt quelques indications très générales, s'imposent pour mieux situer ces changements dans les recherches qui incorporent le numérique. Donc, de manière très générale, voire simpliste, les humanités numériques peuvent être considérées comme étant un domaine interdisciplinaire qui étudie l'éthique, c'est-à-dire en français on dit l'éthique, les technologies de l'information et de la communication, pour étudier leur effet sur la culture, mais aussi pour les exploiter dans la production du savoir dans les sciences humaines ou dans d'autres domaines. Par là, on entend l'utilisation de la technologie pour documenter, pour analyser, pour interpréter des sources, ainsi que l'expérimentation des nouveaux médias pour la représentation et la communication de la culture. Les humanités numériques sont importantes pour bien des raisons. Elles permettent une nouvelle forme de recherche et d'analyse de la culture, souvent à l'aide des approches quantitatives et avec des technologies d'éthique. À l'heure actuelle, des chercheurs se mettent à collecter et analyser plus de données sur la culture et les sciences humaines que jamais. Or, les outils numériques déjà présents dans les sciences sociales quantitatives, tels la visualisation de données, le traitement automatique de la langue, l'analyse des réseaux sociaux, la cartographie numérique, etc., permettent également une nouvelle forme de représentation et de communication des résultats de la recherche. Les nouveaux médias numériques, tels que les sites web, les blogs, les réseaux sociaux, permettent également aux chercheurs de créer et de partager du contenu culturel, et de plus en plus de plateformes, des plateformes sont dédiées à ces nouvelles formes de coopération, de co-création et de communication savante. Là, je reprends le terme de mes collègues québécois pour la scholarly communication en anglais.
Ceci dit, le domaine des humanités numériques est en constante évolution, tout comme les technologies de l'information et de la communication elles-mêmes. Son intérêt ne cesse de croître pour plusieurs raisons, à mon avis. Tout d'abord, la technologie numérique est en progression générale dans la société et nous offre de nombreux outils et méthodes, en particulier pour la recherche et l'analyse des données. La société est de plus en plus consciente de l'importance de la technologie pour documenter et pour préserver notre patrimoine culturel pour les générations à venir. De surcroît, les chercheurs trouvent le développement de la culture digitale ou culture numérique en tant que tel un terrain fécond pour leur recherche. C'est-à-dire qu'ils trouvent dans l'expression digitale, dans l'expression numérique, de quoi travailler. Tout comme la transformation digitale dans la société en général, les humanités numériques peuvent être considérées comme une sorte de transformation des modalités et des possibilités de la recherche universitaire, offrant de nombreuses opportunités aux chercheurs, en particulier aux jeunes chercheurs. Tout n'est pas positif dans les transformations non plus, car elles évoluent très vite, parfois trop vite, et les humanités numériques nous offrent la possibilité également, à mon avis, de critiquer, voire de mitiger certains des problèmes dus à ces changements rapides dans la société. Je me permets de vous signaler un texte que j'ai rédigé en 2016 du colloque de l'Association des humanités numériques hispaniques au Colegio de México, texte qui, pour une raison ou une autre, n'a jamais été publié, mais que j'ai partagé en ligne. Et vous voyez le site web tinyurl.com, Risley, Mexico 2016, pour avoir accès à cet article. Ce texte a seulement 5 ans, mais c'est un texte qui me semble avoir été écrit au Moyen-Âge, presque. Je ne reprendrai pas les grandes lignes de mon argumentation à cette époque-là, car la situation a bien changé depuis, mais peut-être le titre vous donnera une idée. Et la communication a été faite en espagnol. Donc, je traduis en français. Humanité numérique dans le contexte arabe contemporain, qui voulait dire en 2016, situation actuelle et perspectives futures pour la production du savoir local. Comme mon titre d'il y a 5 ans l'indique, je vois dans les possibilités du numérique un possible antidote au problème de l'impossible promesse, que nous connaissons tous cette expression, de la création et du partage du savoir dans le monde arabe. Transition longue à faire, certes, mais avec des défis importants, mais néanmoins, je reste optimiste. Les défis principaux, à mon avis, ce sont la création des infrastructures permettant cette création du savoir et la formation des chercheurs aux modalités de cette nouvelle recherche à l'ère numérique. Les recherches numériques peuvent servir à la valorisation de la culture dans les pays arabes de plusieurs façons. Quant à la numérisation et l'archivage, qui peuvent aider à numériser et archiver les archives culturelles, les patrimoines culturels arabes, ce qui permet une préservation à long terme, on espère, et une accessibilité accrue pour les générations à venir. Je renvoie au beau volume de 2020, édité par Hala Bayoumi et Sébastien Oliveau, que vous voyez sur l'écran, qui a paru suite à un colloque en collaboration avec le CEDEJ au Caire et la Sorbonne Université à Abu Dhabi. Deuxièmement, la culture régionale peut être valorisée par l'accessibilité de ce patrimoine, en utilisant les technologies pour numériser, archiver, présenter des artefacts culturels en ligne. Ça permettra à un plus grand nombre de personnes de découvrir et d'interagir avec ce patrimoine, même si elles ne peuvent pas se déplacer physiquement sur place. Troisièmement, la découverte et l'analyse. Les recherches numériques peuvent aider les chercheurs à découvrir et analyser des nouvelles informations sur la culture et les patrimoines culturels dans les pays arabes, permettant un plus grand niveau de compréhension et de connaissance à ce sujet. Alors, les 3 premières formes de valorisation ne sont pas soulignées ni mises en italique. Les 2 derniers, et c'est pour une raison précise, c'est-à-dire que les 3 sont souvent cités par les étrangers, par ceux qui vivent à l'extérieur du monde arabe, comme étant des raisons les plus importantes
pour mettre en avant les humanités numériques. Les deux autres, je trouve, sont plutôt des raisons internes. Et ce sont des raisons que souvent je ne cite pas à l'étranger parce qu'on ne les voit pas, mais avec ce public aujourd'hui, connaissant bien le monde arabe, je vais me permettre. Alors, numéro 4, c'est l'éducation et la sensibilisation. Les recherches numériques peuvent également servir à l'éducation et la sensibilisation sur la culture et les patrimoines culturels des pays arabes, en permettant aux étudiants et au grand public d'en savoir plus sur ce sujet important, et non seulement sur les sujets, le contenu lui-même, mais aussi sur leur mise en forme numérique. C'est-à-dire qu'il y a toute une éducation numérique à faire aussi dans le monde arabe. Et dernièrement, valorisation du patrimoine et développement des connaissances, la valorisation des moyens de faire de la recherche, de les communiquer publiquement, de les publier localement et globalement, peuvent encourager les chercheurs sur place à poursuivre leurs travaux et à contribuer à la production de savoir, aussi bien local que global. Pour la deuxième partie, que je vais passer très vite, je vais parler un peu de quelques acteurs institutionnels dans le monde arabe. J'ai mis ici certains livres qui ont paru ces dernières années, avec Hassan Morad, il y a puis le livre sur le Digital Archiving and the Digital Authoritarianism, tout nouveau, de Mark Owen Jones au Qatar, et le livre sur les métadonnées de Basma Shabani. Et, bon. Mais ce ne sont pas uniquement les livres qui paraissent dans les humanités numériques, c'est souvent des projets. Donc, je vais me permettre ici de faire une petite cartographie des humanités numériques, dont on dit que toute carte est un mensonge. Donc, je vous invite à considérer ce deuxième volet de ma présentation comme un survol de ce qui se passe sur le terrain, plutôt qu'une vérité cartographiée. Le choix de 5 pays est artificiel, bien sûr, mais aussi la question est vaste. J'attends avec impatience vos suggestions d'autres projets et d'autres acteurs. 3 minutes? OK. Bon, premièrement, il y a le Liban. Donc, le Liban avec l'Université américaine de Beyrouth, avec leur formation d'IHIB, la linguistique du corpus et de nombreuses activités et initiatives dans les archives. L'Université libanaise avec le laboratoire de M. Mourad et l'Université Balamand, surtout pour la linguistique computationnelle et la réalité virtuelle au service du patrimoine. Deuxièmement, l'Égypte, on connaît tous, j'imagine, la Bibliotheca Alexandrina et l'archivage du web, avec les travaux de Michael Nashed et autres. L'Université américaine du Caire, où ils ont fait pas mal pour l'archivage numérique de leurs la numérisation de leurs archives, et le CEDEJ dont j'ai parlé tout à l'heure. La Jordanie, où récemment ils viennent de conclure un projet qui s'appelle Madih, qui était une coopération des universités hachimites, notamment avec King's Digital Laboratory à Londres, et pour la mise en place d'un système de valorisation le numérique dans le secteur surtout du patrimoine culturel, aussi bien il y a le centre Accor. Et puis j'arrive au pays un peu plus riche d'un autre Mashrek, qui est celui de la péninsule arabique. Avec Qatar, il y a le Hamad bin Khalifa University, où ils ont monté un master en humanité numérique et sociale, je pense, c'est le titre. Doha Institute, dont on va entendre parler plus tard. L'Institut de recherche avancée à Northwestern, où ils ont un programme sur les médias digital. Et puis, une autre ressource que nous connaissons tous, c'est la bibliothèque numérique du Qatar. Et finalement, je termine avec le pays qui m'accueille depuis maintenant 7 ans, et c'est les Émirats arabes unis, avec beaucoup de projets que nous avons à NYU Abu Dhabi sur la musique, la sonorité numérique, sur la photographie du monde arabe et, enfin, disons, du Moyen-Orient en général, aussi bien que les projets sur les études du Golfe, etc. Bon, pour conclure,
quelques enjeux importants pour la mise en œuvre des humanités numériques dans le monde arabe. Nous avons vu que les humanités numériques sont un domaine en plein développement dans le monde arabe, mais il faut insister qu'il présente de nombreux enjeux importants pour sa mise en œuvre. Tout d'abord, l'accès à la technologie et à une infrastructure de pointe adéquate est crucial pour permettre aux chercheurs de se lancer dans ce genre de recherche. Cependant, aussi, le manque de financement et de ressources peut limiter l'accès à ces technologies, surtout pour permettre de différents chercheurs partout dans la région de collaborer. De plus, il manque de dispositifs de collaboration et de réseautage des chercheurs régionaux, ce qui freine le développement du domaine et empêche la mise en commun des connaissances et des compétences. Comme ce genre de recherche repose sur les données, souvent la qualité et la validité des données est aussi très importante. Il est également important de soutenir le phénomène de la localisation pour ne pas avoir la situation de méthodologie plaquée, comme on vient d'entendre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a certaines tendances globales dans la recherche, dans ce domaine, mais il faut les adapter à la situation locale, aux sources locales, aux langues locales, pour pouvoir vraiment les valoriser, pour avoir des résultats pertinents et significatifs. Aussi bien les stratégies de durabilité des recherches et de pérennité des recherches sont également très importantes pour garantir la longévité des projets de recherche. Et tout cela repose sur, à mon avis, l'aspect peut-être le plus important, c'est la formation. Et c'est un aspect dans lequel je suis moi-même impliqué. Nous avons monté depuis maintenant plus de 8 ans des instituts, comme on les appelle, plutôt des formations sur les méthodes numériques dans la région. La première formation à gauche a eu lieu à Beyrouth et la deuxième est active et qui a lieu à Abu Dhabi. Et on espère, après la pandémie, de remettre en route pour 2024. Bon, et je passe la formation. Voilà quelques-uns des acteurs principaux dans la région que nous espérons impliquer. Et pour conclure, très très vite, je trouve que le monde des HN, des humanités numériques, est en pleine effervescence dans le monde arabe, mais surtout dans les pays plus riches de la région. Et donc, ces deux choses, donc richesse, infrastructure et possibilité de recherche et la possibilité de participer vont de pair. Donc, je trouve qu'il y a ce qui reste devant nous, il y a un défi à relever, c'est-à-dire de trouver les infrastructures et de trouver les moyens d'intégrer beaucoup plus de chercheurs avec des technologies au niveau. C'est ce qu'on appelle la minimal computing. Je peux en parler plus tard si vous voulez, mais pour que tout le monde puisse y participer. Finalement, une chose à remarquer, c'est qu'il n'existe pas d'organisation professionnelle pour les chercheurs en humanité numérique, comme on a trouvé en Afrique, par exemple, en Océanie, même en Amérique latine. Et tout cela rend difficile la tâche d'aller au-delà du fait colonial dans la production du savoir. Je vous remercie. Eh bien, merci pour ce grand tour d'horizon. Je suis désolée d'avoir été obligée de vous presser un petit peu. Je me permets peut-être d'appuyer sur cette question des infrastructures, parce que c'est vraiment essentiel. En tant qu'historien, par exemple, de l'Égypte, nous avons tous été confrontés à la fois à l'indexation numérique des archives nationales du Caire, qu'on pouvait consulter en ligne depuis son canapé à Paris, puis ensuite le fait qu'on ne pouvait plus consulter que localement, et puis depuis quelques années, le fait qu'on ne peut plus consulter du tout, parce qu'il n'y a pas de mise à jour, parce qu'il n'y a pas de maintenance, etc. Et donc, le problème infrastructurel est effectivement central, parce qu'il y a énormément d'argent qui a été investi dans cette opération, et finalement, 10 ans plus tard, elle n'existe même plus. Donc là, c'est vrai que l'infrastructure,
c'est très important. Et puis la deuxième, pour la durabilité, puis la deuxième chose, c'est peut-être la question du low-tech, hein. C'est-à-dire on ne peut plus réfléchir là, toujours plus de technologie, toujours plus de progrès, toujours plus d'argent en fait, et toujours plus de marchandisation de ce monde-là. Il faut commencer à réfléchir low-tech et comment est-ce qu'on peut faire effectivement pour faire des choses peut-être plus simples, mais qui touche un plus grand nombre, et puis peut-être commencer par la base. On était récemment à Tunis au forum Insaneyat, et il y a des étudiants qui nous ont dit mais vous êtes gentils avec les humanités numériques, mais nous dans notre fac on n'a même pas accès au Wi-Fi, donc vous pouvez toujours parler des humanités numériques tant que vous voulez, donc peut-être qu'il faudrait commencer aussi par ça. Voilà, je suis désolée d'avoir pris un petit peu de temps pour peut-être des questions qui peuvent revenir dans la discussion. Nous allons écouter maintenant notre collègue Mohamed Ben Romdan, qui nous vient de l'université de la Madouba et qui est donc spécialiste de ces questions du mouvement du libre accès en général et dans le monde arabe en particulier. Nous allons l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Merci. Je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir donné cette occasion pour participer avec vous et présenter mon travail peut-être sous un autre angle des humanités numériques ou des sciences humaines et sociales arabes. Donc, je vais vous présenter le libre accès aux ressources scientifiques numériques arabes en sciences humaines et sociales. Donc, je parle principalement de l'offre de ces ressources. Donc, mon travail va être autour d'un certain nombre de constats sur la production scientifique arabe en sciences humaines et sociales, d'une façon générale et numérique. Ensuite, je vais présenter l'exploration d'un certain nombre de ressources scientifiques offertes en libre accès, pour finir avec quelques discussions et une conclusion. Si je reviens à la question du mouvement du libre accès, qui a débuté dans les années 90, on va dire, principalement par des universitaires, ensuite des éditeurs scientifiques, etc. On va dire que ce mouvement ouvre deux voies, à savoir la voie verte et la voie dorée. La voie verte va, si vous voulez, concerner principalement les dépôts numériques d'une façon générale, donc ce qu'on appelle couramment les archives ouvertes. C'est des dépôts de ressources scientifiques de tout type, articles, mémoires et thèses, livres, tout ce que vous voulez qui concerne la production scientifique. Ensuite, la voie dorée qui concerne soit des revues naissantes, si vous voulez, sous numérique, ou bien la conversion d'un certain nombre de revues auparavant papier vers le numérique. Et cette occasion, en fait, ce mouvement était une occasion, une opportunité pour le chercheur arabe d'une façon générale, d'abord pour bénéficier d'une partie de la production numérique dans le Nord. Ensuite, pour être plus visible dans la communauté en publiant ou bien en diffusant ses travaux en libre accès d'une façon générale. Donc là, je pars de quelques constats, quelques chiffres de l'UNESCO. Le nombre d'arabophones, ensuite un peu la présence de la langue arabe sur Internet, à peu près 3% par rapport aux 420 millions d'arabophones. Ensuite, le pourcentage, si vous voulez, de cette présence sur Internet
elle n'a pas beaucoup évolué. Mais si on voit la production scientifique, donc elle est inférieure à 1% de la production et de l'édition scientifique en général. Bon, peut-être il y a pas mal de productions ou de publications qui ne sont pas comptabilisées, etc., dans le monde arabe, mais là, c'est un autre problème aussi dans le recensement des publications. Autre constat, pour la publication des revues, par exemple, on voit que dans le monde arabe, on a environ 1660 revues qui sont dans la majorité des revues spécialisées et dans la majorité, 95% de ces revues sont en sciences humaines et sociales. Il y a moins que 5% qui sont dans les sciences naturelles ou les sciences appliquées. Un autre constat qui concerne la spécificité, si on veut, des sciences humaines et sociales, qui se base sur la publication dans des livres et des chapitres de livres, plus que l'article scientifique. Donc, si on regarde d'autres disciplines, comme les STM, par exemple, les sciences techniques médecine, donc on est basé plus sur le livre, sur des résultats à chaud qui sont publiés dans des articles de revue, généralement en anglais à l'échelle globale, internationale, que des livres, des chapitres de livres. Une autre spécificité, la couverture des revues, si vous voulez, cette offre de revues en sciences humaines et sociales, elle est morcelée donc, à travers le monde, à travers les nations arabes, les pays arabes, et elle est souvent à couverture nationale, alors que les revues scientifiques sont généralement des revues donc détenues par des éditeurs commerciaux à l'échelle internationale et souvent assez compliqué la publication dans ces revues et surtout la diffusion de ces revues via les abonnements par les bibliothèques et centres de recherche principalement. Autre constat, les sciences humaines et sociales donc, a tendance d'être un peu, si vous voulez, lues par le grand public, par un public professionnel, que dans les sciences techniques médecine, on est plutôt dans un domaine où on écrit pour le chercheur. Donc là, c'est, si vous voulez, c'est des constats de cette discipline. Donc je me pose la question, quelle est l'offre des publications en open access, en sciences humaines et sociales, en arabe et par les pays arabes. Donc là, on va voir qu'il y a une différence, que ce soit en arabe, qui ne sont pas publiés par les pays arabes, et par la suite, quelles sont les politiques, que ce soit des institutions ou même des pays, envers ce mouvement, envers le libre accès. Donc, pour la question de l'offre, donc j'avais exploré 3 grands répertoires connus dans le domaine de l'open access, à savoir DOAJ, donc le répertoire des revues scientifiques ouvertes, ensuite DOAB, le répertoire des livres en open access, et enfin Open DOAR, qui est le répertoire de ces dépôts numériques, donc des archives ouvertes. Concernant les politiques, donc je me suis basé sur 2 sources, à savoir Sherpa Romeo et RoarMap, donc qui donnent un peu les politiques d'une façon générale. Commençons par les revues, donc l'offre des revues arabes en sciences humaines et sociales. Donc là, DOAJ recense dans la totalité 18 909 revues, donc qui sont
en augmentation tous les jours, en tout cas. Parmi ces revues, il y en a 271 revues qui acceptent des articles et qui publient donc en langue arabe. Donc ça pourrait être des bilingues, des trilingues, ou des monolingues, mais qui acceptent quand même des articles en langue arabe, et seulement 237 revues en sciences humaines et sociales. Et on remarque que ces revues, malheureusement, ne sont pas publiées dans les pays arabes. Il y en a une partie, mais la majorité de ces revues, il y en a 118 qui sont publiées par l'Indonésie. Donc là, donc la question du pourcentage de la publication arabe, donc on est à 1,25% du nombre total des revues publiées, et beaucoup plus que la moitié, il y en a presque 150 revues qui acceptent la langue arabe et qui sont publiées en dehors des pays arabes, donc que ce soit l'Indonésie, le Pakistan ou la Turquie. Maintenant, si on analyse un peu les pays arabes, donc les revues publiées dans les pays arabes, parmi les 22 pays arabes, j'en ai recensé que ces pays-là qui sont présents dans Doaji. Il y en a 315 revues, parmi lesquelles il y en a seulement 106 qui sont en sciences humaines et sociales. Mieux encore, sur ces 106 revues, il y en a 75 qui acceptent des articles en langue arabe. Et là, donc, on est dans la couverture nationale, voire régionale, des publications en sciences humaines et sociales, parce que sur les 106 revues, la majorité, c'est des revues qui publient pour les Arabes, et il y en a quelques-uns qui sont en d'autres langues. Si on regarde les autres disciplines, donc environ les 2/3 de ces 315 revues sont des revues en sciences techniques médecine, mais qui sont dans la majorité en langue anglaise. Donc en médecine, on va publier principalement en anglais. Il y en a quand même quelques revues qui acceptent l'arabe dans ces disciplines, mais pas beaucoup. Maintenant, du côté des monographies, des livres, l'offre, elle est beaucoup plus limitée. Donc, on est à 0,04% par rapport à l'ensemble des livres recensés par DOAB, 63 500 livres. Donc, il n'y en a que 25 livres. Si on regarde du côté de l'éditeur, si vous voulez, spécialisé en sciences humaines et sociales, que la majorité connaissent, Open Edition Books, qui publie aussi des revues. Donc, Open Edition Books recense 16 628 livres seuls, et il y en a uniquement 16 livres en langue arabe ou bien bilingue. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour améliorer ces chiffres et l'offre des livres en open access du côté arabe. Je passe au dépôt numérique, donc les archives ouvertes. Donc là, c'est l'évolution à peu près de l'offre mondiale des archives ouvertes ou des dépôts numériques scientifiques. Donc, on est à plus que 6000 dépôts dans le monde depuis 1990 à peu près. Et là, c'est d'après des études que j'avais faites en 2012, ensuite 2016 et cette année sur la répartition ou l'évolution des archives ouvertes dans les pays arabes. Donc, on remarque que là, il y a l'Algérie, le Soudan, où il y a un grand progrès. L'Arabie saoudite aussi, même s'il y a un problème de durabilité, de pérennité de ces projets-là.
parce qu'on remarque que dans l'Arabie saoudite, par exemple, il y avait, en 2016, on avait recensé 9 dépôts, et là, on est seulement à 5. Maintenant, les chiffres, si vous voulez, de cette année, le total ici, c'est le nombre total de dépôts, toutes disciplines confondues. On est à 90 qui sont déclarés dans Open Door, mais après examen et accès à ces 90 dépôts, on n'a retenu que 62 parce que tout le reste, c'était des sites inaccessibles, donc dont l'URL ne fonctionne plus ou qui a changé, etc. Donc le problème de pérennité aussi existe dans ces dépôts-là. Et parmi ces 62, il y en a 57 qui renferment des ressources en sciences humaines et sociales. Bon, il y en a beaucoup de dépôts qui sont institutionnels et dans l'institution, l'université, elle est pluridisciplinaire. Donc, on pourra trouver de toutes les disciplines, entre autres les sciences humaines et sociales. Et il y en a quelques-uns qui sont spécialisés en sciences humaines et sociales seulement. Pour les types de documents, dans ces 57 dépôts qui acceptent donc, ou qui publient, qui diffusent des ressources en sciences humaines et sociales, on va trouver principalement des articles, donc 52 dépôts qui diffusent des articles. Ensuite, il y en a les thèses et mémoires, 48, les conférences et les livres et chapitres des livres par la suite. Donc, l'histogramme d'en bas montre un peu les proportions à l'échelle mondiale, c'est-à-dire dans ces 6000 et quelques dépôts à travers le monde, toutes disciplines confondues. Donc, on voit que dans les proportions, on est à peu près dans les mêmes proportions, même si ici, dans les dépôts arabes, on est à égalité entre conférences et livres et chapitres de livres, alors que les livres sont un peu plus dans les dépôts à l'échelle internationale. Ensuite, concernant les langues des documents, là, donc, je parle des langues des interfaces, des plateformes d'un côté, et les langues des documents qui sont à l'intérieur. Donc, on voit qu'une grande partie, quand même, des 57 dépôts, plus que la moitié, 32, qui ont des interfaces en anglais. Bon, là, il y a la globalisation, mais quand même, qui n'ont pas d'autres entrées, que ce soit en arabe ou d'autres langues. Et le reste, donc, c'est bien réparti. Pour les documents, donc, on voit donc que on est dans la plupart du temps 22 dépôts qui diffusent des travaux soit en arabe bilingue, arabe-anglais, et 17 en trilingue, arabe-français-anglais. Et les dépôts monolingues arabe seulement ou français seulement sont minimes, donc il y en a 2 ou 1, selon donc, les pays. Pour les logiciels utilisés, là on parle du logiciel utilisé pour construire la plateforme, sachant qu'il y a des logiciels open source qui sont souvent recommandés dans ce type de dépôt, puisqu'il y a derrière des protocoles, des normes, etc. Donc le camembert d'en bas montre un peu les logiciels utilisés par les dépôts, les 6000 dépôts du monde entier. Donc, on remarque que DSpace vient donc en premier, avec presque 40%. Ensuite, ePrints. Donc, alors, dans le monde arabe, DSpace, il occupe la première place toujours, mais il est quand même beaucoup plus utilisé que dans l'autre, dans les dépôts du monde. Donc, on a 41 sur les 57 dépôts.
Maintenant, pour les politiques, malheureusement, d'accord, dans le monde arabe, il y a très peu de politiques qui s'intéressent, si vous voulez, ou qui déclarent une politique claire envers l'open access. Donc, dans Roadmap, cette année, on est à 6 politiques sur 1114 déclarés. Donc là, les politiques, on parle des politiques de laboratoires de recherche, d'institutions, universités, etc., et même des bailleurs de fonds et tout cela. Donc il y en a 3 politiques en Algérie, une en Arabie Saoudite, une en Palestine et la dernière aux Émirats Arabes Unis. Quand on a examiné les politiques maintenant des revues scientifiques en sciences humaines et sociales et des éditeurs, donc on a, sachant que là dans le service de Sherpa Romeo qui donne un peu qu'est-ce qu'on peut faire par un article publié dans telle revue, donc le service il déclare 3 types de politiques pour la version de l'article soumise, la version acceptée et la version publiée, la version finale. Donc là, un exemple, juste pour comprendre de quoi s'agit-il. Pour cette revue African Journal of Political Sciences, donc là, on a les 3 versions en bas. Donc il y a une définition, une présentation de la publication en haut, mais dans la deuxième partie, il y a la politique de la revue, de l'éditeur de la revue envers l'open access. Et on voit que cette revue, il n'y a pas d'embargo, par exemple, pour déposer son article sur n'importe quel site web, n'importe quelle archive ouverte ou surtout pour la version publiée. Donc, pour l'ensemble des revues, si vous voulez, déclarées ici par les pays arabes, donc on a trouvé 215 revues, réparties, donc, comme vous voyez sur le tableau, la plupart aux Émirats Arabes Unis. Bon, là, il y a un éditeur principalement scientifique dans sciences techniques médecine, qui publie, si vous voulez, des revues qui a une politique bien claire envers l'open access, et seulement 30 revues en sciences humaines et sociales ici qui ont des politiques dans voilà, j'en arrive à la discussion pour conclure rapidement. Donc là, on remarque que la question, si vous voulez, de la publication des livres en open access, elle est très très limitée sur le web, dans les sciences humaines et sociales arabes. Et à l'opposé, on va trouver, si vous voulez, beaucoup de sites, même des moteurs de recherche qui offrent pas mal de livres numériques, si vous voulez, en ligne. Par exemple, Maktabat Nour, qui recense des centaines de milliers de livres, dont une grande partie, si vous voulez, gratuitement, mais ça reste le problème de l'open access derrière. Donc il faut faire peut-être des efforts pour déclarer, améliorer, si vous voulez, cette offre des livres en open access. Pareil pour les revues, malgré que l'offre ou le recensement des revues d'OAJ est relativement limité, il y en a beaucoup si vous voulez, de projets à l'échelle de pays arabes pour des portails, si vous voulez, des plateformes de revues électroniques, mais qui restent à l'échelle locale, non accessibles de l'extérieur parfois, et qui ne sont pas reconnues. Donc là aussi, il faut faire beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité d'un côté et recenser et déclarer ces revues dans les répertoires internationaux. Donc pour conclure, le problème des politiques
des institutions, d'une façon générale, des institutions arabes, envers l'open access. Donc, ce n'est pas clair. Il faut vraiment aller vers la définition et la mise en place par les institutions des politiques, en plus des projets, parce qu'on a vu, par exemple, dans les archives ouvertes, il y a pas mal de projets qui se lancent ici et là, mais sans politique derrière. Et quand il n'y a pas de politique, il y aura un problème de pérennité et durabilité de ces projets-là. Aussi, la question de coopération, il faut mettre en place une politique commune, peut-être par les pays arabes, donc collaborer un peu plus pour, si vous voulez, être un peu dans l'avancée, si vous voulez, de cette question de l'open access, que maintenant on parle de plus en plus de l'open science, et dans les pays arabes, on n'a pas encore, si vous voulez, franchi la... finalement, il faut que les pays arabes aussi s'ouvrent sur les autres pays qui publient en arabe, notamment ici on a vu l'Indonésie par exemple qui publie pas mal de revues en langue arabe, pour plus de collaboration et établir plus de liens dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci pour ce focus sur la question du libre accès. Alors, peut-être pour les collègues qui ne seraient pas spécialistes du domaine, avec cette incroyable ambiguïté du terme open access, puisque open access, ça ne veut pas dire libre et gratuit, ça veut dire le plus souvent derrière des barrières mobiles et derrière des souscriptions, que la plupart des établissements, et là ça concerne aussi bien la France, ne sont pas capables de payer. Donc je veux dire, la question de l'accès mondial à la connaissance, c'est pas qu'un problème dans le monde arabe, c'est aussi chez nous en France, le problème de la place de la langue d'expression scientifique dans la production mondiale. Malheureusement, ça concerne aussi la langue française, avec peut-être cet handicap supplémentaire que nous avons, que nous sommes peut-être moins agiles avec les langues étrangères que dans le monde arabe. Donc tout ça renvoie aussi à des questions de modèle économique et je veux dire les éditeurs commerciaux, les éditeurs scientifiques qui en général sont commerciaux, je veux dire ce ne sont pas les derniers à bénéficier de ce mouvement. Hein. Je veux dire le président du CNRS parle en général de profit à 2 chiffres, ce qui est assez extraordinaire pour des éditeurs scientifiques. Donc Internet, c'est vraiment du pain béni pour les éditeurs scientifiques commerciaux. On va terminer par la philologie, un retour à la philologie, un retour à l'histoire avec notre collègue Azzeddine Bouchiki, professeur de linguistique à l'Institut des hautes études de Doha, qui va nous présenter un très beau projet de dictionnaire historique de la langue arabe. Il va s'exprimer en arabe. Voilà, normal. Mais il a prévu un petit résumé en français pour commencer. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Permettez-moi de présenter un résumé en français et continuer en arabe. Le numérique au service du savoir, cas de dictionnaire historique de la langue arabe de Doha. La lexicographie moderne a connu un grand développement auquel non seulement ont contribué les études linguistiques théoriques et pratiques, mais dans lequel l'informatique et ses technologies ont également joué un rôle de premier plan. À cet égard, il est important d'évoquer l'expérience de la rédaction de dictionnaires historiques de langue française et de la langue anglaise et d'autres langues internationales, afin de connaître l'ampleur de l'effort fourni et des longues périodes de temps qu'il a fallu en l'absence des outils techniques et informatiques modernes. Il ne fait aucun doute que l'avènement de l'informatique a permis de réduire l'effort manuel et les délais et également permis d'augmenter l'efficacité
de l'organisation du travail. Dans le cas de notre dictionnaire, nous passons en revue comment le numérique a servi l'industrie de ce dictionnaire jusqu'à aujourd'hui, et c'est au niveau de développement de la chaîne de production, de la collecte des sources de dictionnaires dans un corpus de textes consultables, analysables, et au niveau de développement de l'analyseur morphologique, au niveau de la découverte de nouveaux mots et de termes et des contextes concernant de nouvelles significations, au niveau de l'unification et de l'environnement de travail et ses outils, de contrôle de la qualité de travail et au niveau de la supervision et la gestion du travail des experts lexicographiques. Et enfin, au niveau de la publication des dictionnaires et des services d'accompagnement. Nous présentons des exemples et des modèles à chacun de ces niveaux à partir de la plateforme informatique développée au sein de l'institution du dictionnaire historique de Doha et à partir de son portail électronique. أود أن أسلط الضوء بصفة مختصرة جدا votre attention très brièvement على à هذا المشروع من ce الزاوية projet الحوسبية. sur le plan du informatique. انطلق هذا المشروع Ce projet a été منذ lancé le 2013 25 mai 2013 في أحضان المركز العربي au للأبحاث sein ودراسة de السياسات بالدوحة بتمويل قطر. l'Institut وفي du Centre arabe de recherche et d'études 2018 politiques à Doha. قدمت En 2018, المرحلة الأولى من مراحل une المشروع étape préliminaire de ce projet a été présentée, غطت من 500 couvrant للهجرة a commencé pendant l'année 500. على مدى 7 قرون. Donc la période couverte est de 500, l'an 500 jusqu'à l'an في بوابة إلكترونية متقدمة avant Égir, donc ومتعددة l'an الخدمات. 500 égyrien jusqu'à l'an ومنذ ذلك 200 الحين avant l'Égir. Donc cela انطلق permet de العمل couvrir 10 في siècles. المرحلة الثانية من المشروع التي Deuxième étape de ce projet, انتقلت من 201 للهجرة إلى 500 l'an للهجرة 201 وغطت بذلك Égir 10 jusqu'à l'an قرون من تاريخ الكلمة العربية. 500, donc 10 siècles de l'histoire de من الزاوية la langue arabe. الحوسبية Sur le plan informatique, استطعنا إنجاز هذا المشروع nous avons ولولا pu, الأدوات الحوسبية والبرامج grâce à ces لما outils تمكنا d'informatique من et إنجاز au ذلك logiciel, في هذا couvrir في ces هذه 10 المدة siècles de الزمنية langue القصيرة en un temps, نسبة en laps إلى de temps très المدة الزمنية bref, التي أنجزت فيها المعاجم التاريخية للغات en comparaison avec le temps nécessaire pour l'élaboration de dictionnaires historiques pour d'autres langues sans l'accès à ces outils informatiques. Je vous donne l'exemple du dictionnaire Oxford qui a pris 150 ans à être réalisé. 150 ans. والمعجم الفرنسي Pour ce qui est du dictionnaire أكسفورد الإنجليزي voilà pour Oxford, الذي استلهمنا منه كثيرا nous nous sommes inspirés من de leur expérience pour وخطط العمل définir notre plan d'action وهذه et de المراحل gestion. التي أنجز فيها Voici les différentes étapes nécessaires. Je ne veux pas perdre de temps. Je sais que vous pouvez accéder à ce genre d'informations, donc je ne m'attellerai pas trop longtemps sur l'exemple du dictionnaire Oxford. تطورا مهما ملخصه Cette lexicographie a pu se baser sur la plateforme internationale de Sketch Engine qui permet d'avoir accès aux exemples internationaux, nous permet des outils de recherche pour la lexicographie en utilisant des outils très développés pour accès au vocabulaire. Voilà quelques exemples de Sketch Engine. Pour ce qui est du dictionnaire historique de la langue française, c'est un autre exemple sur lequel nous nous sommes penchés. Ce dictionnaire a été précédé par de grands travaux étymologiques, philologiques également. Le dictionnaire de langue française a contenu historique et des dictionnaires qui ont précédé le dictionnaire historique de la langue française. Et sans ces grands travaux, il n'y aurait pas de dictionnaire historique de la langue française.
Je donne tous ces exemples très brièvement pour vous présenter que nous, donc la langue arabe, ces grandes études et grands travaux philologiques précédents au dictionnaire historique nous manquent, donc fait défaut. Nous n'avons pas de grands textes et travaux permettant donc une référence bibliographique pour un tel dictionnaire historique, et nous manquions également d'outils technologiques par le passé. Je vous le dis pour vous présenter l'effort monumental déployé à Doha. C'est un effort qui ne se limite pas à la à l'établissement de dictionnaires proprement dit, mais également d'adopter une méthodologie scientifique, de développer des outils informatiques pour créer toute la bibliographie et recenser l'histoire derrière. Voilà comment nous avons œuvré sur le plan informatique pour lier les entrées dans ce dictionnaire. D'abord, nous avons commencé par rassembler une bibliographie, dresser des listes de tous les textes arabes dans les différents domaines de savoir et de sciences. Ces textes ont été étudiés, rassemblés, analysés pour pouvoir recenser, vérifier leur exactitude, leur véracité. Est-ce qu'il s'agissait bien des livres écrits par les auteurs mentionnés? Parce que le texte, pour nous, n'est pas important si l'on ne peut pas savoir qui en est l'auteur et quelle est la date de rédaction du texte. Donc chaque texte a été examiné pour vérifier ces deux informations, ces deux préconditions. D'abord, d'être sûr de l'auteur et de la date de rédaction de ce texte. Ces textes sont donc numérisés pour ensuite rejoindre la base de données bibliographique et transformer en corpus. Ce corpus contient tous les textes et leurs références. Une fois, donc nous vérifions donc les textes, nous gardons le texte brut, si l'on peut dire, sans toutes les notes de bas de page, sans les index, et ces textes sont ensuite transformés en série de mots. Chaque mot est lié au contexte dans lequel il a apparu, et ce dans chaque texte qui a été recensé. Par exemple, le mot kitab, livre, est apparu dans 500 000 contextes dans les textes qui ont pu être assemblés dans ce corpus. Le terme katib, écrivain, est apparu 100 000 fois dans différents contextes. Ainsi de suite. Cette base de données, une fois indexée dans un corpus, une fois chaque mot associé à son contexte, chaque contexte associé à une référence, à une source, chaque source est documentée en mentionnant la date et l'auteur. Donc, toutes ces informations doivent être inscrites dans cette base de données. Cela permet au lexicographe de recenser chaque usage de chaque mot dans chaque premier texte, ensuite le premier sens avec la date à laquelle ce mot a été employé pour la première fois et qui en est l'auteur. Ces informations donc sont associées à chaque mot. Quand est-ce qu'il a été utilisé pour la première fois et dans quel sens? Et si le sens a changé avec le temps, eh bien chaque évolution de sens est recensée. Par exemple, le mot kitab est apparu dans le sens message, lettre, puis manuscrit, puis livre saint, puis livre en tant que contrat de mariage, contrat commercial. Toutes ces évolutions au sens du terme sont datées et inscrites selon cette date chronologique. Donc la chronologie de l'évolution du sens du mot est
inscrite et associée à ce mot dans la base de données. Ensuite, nous rédigeons les entrées en tant que mots génériques. Ensuite, nous recensons les termes. Nous avons des spécialistes dans les termes religieux, dans les termes de critique de l'art, dans les termes de critique littéraire, dans les termes de grammaire, des spécialistes en terminologie médicale, juridique, entre autres. Donc, dans une seconde lecture, ces mots sont répartis, s'il s'agit de termes, ils sont classifiés dans leur domaine de spécialité. Par exemple, imaginons il s'agit de mots étrangers à la langue arabe qui ont été intégrés dans la langue arabe. Comment savoir si ces mots sont d'origine persane, grecque, nous viennent du sanskrit ou d'autres origines. Nous avons des spécialistes de langue persane, d'autres langues qui examinent ces mots et établissent si ces mots ont des origines de langues étrangères qui sont introduites dans la langue arabe. Imaginons que ce mot nous est parvenu à telle année via une langue intermédiaire. Tout cela est inscrit. Ces informations sont recensées. Si ce terme a été introduit dans la langue arabe par l'auteur un tel, à la date telle. Une fois que la racine du mot a été établie, imaginons le mot kitab à la racine KTB, donc les trois consonnes. Tous les mots dérivés de cette racine font l'objet d'une recherche également. Le lexicographe, le spécialiste, examine ces mots avec leurs racines. Ces racines sont ensuite examinées. Le conseil scientifique formé de spécialistes linguistiques dans le monde arabe confirme cette entrée. Cette entrée est ensuite publiée sur le portail électronique. Je rajoute que chaque entrée est assorti de deux types d'informations. D'abord, les différentes formes de rédaction du mot. Par exemple, qara'a, lire. Le premier mot, la première utilisation du mot qara'a, lit, est apparu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle a été utilisée donc à l'oral, puis ensuite à l'écrit. Donc, chaque terme qui est apparu dans des manuscrits historiques pour la première utilisation, eh bien, une entrée lui est spécifiée. Ensuite, nous assortons cette entrée des mots équivalents dans des langues sémitiques. Nous trouvons à chaque racine son équivalence dans d'autres langues sémitiques, la langue hébraïque, l'amhaïque, entre autres langues sémitiques de la famille de langues sémitiques. Nous pouvons trouver des équivalences à ces prononciations, à ces termes, à ces mots, pardon. Donc, chaque mot est associé de ces équivalences dans la langue sémitique, de ces sens, de ces... nous faisons de même pour les mots intrus. Nous vérifions l'origine du mot s'il s'agit d'un mot d'origine étrangère ou arabe. Donc, nous avons un input, une entrée puis une sortie pour chaque mot. Tout cela est automatisé. Ce n'est pas fait manuellement. Tout cela est automatisé. C'est ce que nous appelons la plateforme. Donc voici la plateforme qui accueille toutes ces informations. Donc l'environnement numérique qui accueille toutes ces informations. Donc cette entrée, une sorte de carte d'information, une carte d'identité, une fiche, pardon, pour chaque entrée. Nous inscrivons la racine, la manière de prononcer,
La nature de ce terme, est-ce qu'il s'agit d'un verbe, d'un sujet, d'un objet, d'un adverbe, entre autres? La description, donc. Ensuite, la définition. Ensuite, la date, le texte, l'auteur de ce texte ou de ce mot, la source. Toutes ces informations sont fournies pour chaque mot entré dans cette plateforme, dans ce dictionnaire. Il y a également ce qu'on appelle donc une entrée unique pour chaque mot. Nous garantissons donc cette harmonie dans le sens où tous les termes, tous les mots ont tous cette même information présentée de la même manière dans cette fiche. Donc voilà un exemple en rouge. Le mot bachar, qui veut dire humain, les différents contextes dans lesquels nous trouvons ce mot. Pour chaque contexte, nous avons la date 177 avant l'hégire, le mot, le texte et le poème, la colombe bleue. Voilà, et chaque entrée, donc chaque information disponible ici en résumé peut être développée si l'utilisateur clique sur le lien. Chaque mot est associé à son contexte. Vous pouvez même cliquer sur l'icône du livre où vous pouvez trouver, si disponible, le livre dans lequel apparaît cet excerpt. J'ai encore 3 minutes, c'est parfait. Donc, il y a également un moteur qui permet l'analyse du mot. Il nous faut un moteur d'analyse. Donc ce moteur d'analyse grammaticale, malheureusement, nous n'en disposons pas suffisamment dans le monde arabe. Nous avons développé notre propre moteur de recherche analytique lié ou associé à ce dictionnaire. Cela permet d'avoir tous les dérivés, les mots dérivés de ce mot, en gardant cela dans le contexte, mais il a fallu quand même réviser manuellement pour vérifier l'exactitude parce que les résultats de ce moteur de recherche analytique ne sont pas suffisants, ne sont pas à la hauteur. Nous n'avons pas eu de résultats probants dans l'utilisation de ces technologies pour garantir le sens exact. Nous sommes entrés en coopération, en contact avec des entreprises et des compagnies américaines et turques. Malheureusement, il nous faut une intelligence artificielle à ce stade pour pouvoir trouver l'évolution de sens. Imaginons que nous avons 500 millions de mots, voire 650 millions d'entrées ou de références, pardon. Imaginons qu'un mot est apparu 650 millions de fois, eh bien nous ne pouvons pas étudier l'évolution du sens de ce mot sans avoir accès à une technologie d'intelligence artificielle. Nous avons contacté Sketch Engine pour utiliser ces outils et les adapter à notre environnement numérique pour pouvoir couvrir 10 siècles d'usage ces mots, donc depuis 501 avant l'hégire jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Désolée de l'année 500 hégirienne, pardon, donc 10 siècles jusqu'à aujourd'hui. Pour discuter de ce fascinant projet et de toutes les autres choses qui nous ont été présentées, voilà, j'étais obligée de vous demander d'accélérer. Peut-être que vous ne nous avez pas dit ou je n'ai pas entendu, c'est combien de personnes travaillent avec vous sur ce projet ?
Pour la première étape, 300 personnes. Et par personne, je parle de chercheurs. Nous venons du monde arabe, d'universités occidentales également, d'enseignants, pardon, et ensuite 50 personnes pour la deuxième étape, troisième étape. Eh bien, nous invitons tous ceux qui souhaitent nous aider à se porter volontaire. Merci. La parole est à la salle. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent derrière, pas seulement devant. Oui, par exemple, il y a un monsieur là-bas qui a levé la main. Merci. Merci pour vos interventions. Adrien Guillot, je suis étudiant à Paris 1. J'avais une question par rapport à l'archivage numérique. Ce sera peut-être plus une question qui s'adresse à un historien ou une historienne. En temps de guerre, quelle place l'archivage numérique peut avoir? Je pense par exemple à la plateforme de Sana Yazidji, la mémoire créative de la révolution syrienne. Et je voulais savoir si ce genre de plateforme, ce genre de support pouvait être considéré ou devenir un lieu de mémoire au sens de Pierre Nora, que Pierre Nora entend. Voilà. Si je peux juste faire une réponse très rapide, ça c'est à Emma Aubin qu'il faudrait poser la question, mais elle s'y emploie. Et de toute façon, tout ce travail qui a été fait sur la langue de la révolution syrienne est en voie effectivement d'archivage. Ils ont décidé la plateforme qui permettra d'y avoir accès, etc. Donc oui, il y a une préoccupation très importante et il y a des moyens qui sont mobilisés pour permettre à ce travail de continuer à être accessible. Oui. Allez-y, vas-y. Toute petite question technique d'un utilisateur des humanités numériques arabes. J'ai été très désemparé quand j'ai vu que le journal El Hayat fermait et que toutes les archives numériques d'El Hayat disparaissaient. C'est un peu comme si du jour au lendemain les archives numériques du monde disparaissaient, quoi, hein, pour donner une idée. Et je voulais savoir si quelqu'un est au courant d'une opération de sauvetage de ces archives, d'une part. Et deuxième question, à propos de l'open access arabe, le vrai, c'est le PDF qui est accessible à tout le monde. Les livres arabes sont massivement disponibles en PDF, ce qui rend un petit peu dérisoire les chiffres que vous donniez sur les 25 livres arabes disponibles, alors qu'en fait, il y en a des milliers et des milliers qui sont disponibles en PDF. Mais question technique aussi, on constate que maintenant, les grands éditeurs arabes réussissent à bloquer la diffusion des PDF arabes. Est-ce que vous savez où ça en est et comment ça fonctionne? Vous voulez répondre? Oui. Bon, concernant la circulation, on va dire, des PDF arabes, bon, la question, elle se pose non seulement pour les livres, mais peut-être pour les logiciels aussi, etc. Et là, derrière, il y a toute la question des droits d'auteur, des droits de la propriété intellectuelle, etc., derrière ces œuvres. Mais pour être dans l'open access, il n'y a pas seulement la question de la circulation du livre qui compte, mais c'est plutôt quand on parle par exemple de l'archivage, des archives ouvertes, ça sera des plateformes qui assurent la pérennité de ces œuvres, de ces données, de ces ressources numériques et la visibilité de ces ressources, surtout par les engins, les moteurs de recherche, etc. Donc, quand on parle des PDF, on va les trouver éparpillés un peu partout, échangés entre des individus ou les trouver sur des plateformes comme ça. Mais dans l'open access, on doit être dans des plateformes suivant des normes, des protocoles informatiques bien déterminés, l'OIS par exemple.
pour assurer cette pérennité. Bon, pour le journal Al-Hayat, je ne suis pas au courant de... Là, ça peut être le problème de la pérennité qu'on a, de la durabilité, de pérennité des données qu'on a parlé tout à l'heure. Si on suit ces normes d'archivage de ces plateformes, la question ne se posera pas, parce qu'une partie des protocoles assure la pérennité des données dans ces plateformes. Oui. J'allais juste ajouter un petit mot sur la question. Moi, je ne suis pas au courant de la disparition de l'Hayat et de ses archives, mais justement, comme vient de dire le monsieur, il y a toute une discussion au sein des professionnels, disons, dans le monde des humanités numériques, qui pensent à la fin, c'est-à-dire à l'héritage de ce qui a été numérisé. Ou plutôt, peut-être pas pour les archives, mais pour les produits de recherche, et donc notamment un projet qui existe aux États-Unis, entre les États-Unis et le Canada, qui s'appelle le Endings Project. Donc on arrive, dès le départ, on imagine la fin, la disparition d'un objet numérique et des dispositifs pour archiver comme on peut. Oui, je crois que Richard avait une question qui était plus pragmatique, peut-être, c'est comment me procurer des PDF qui sont sous droit. Bon, même pour les livres français ou anglais, il y a toutes sortes de manières. Donc je pense que ça existe aussi pour... Voilà, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais je crois que pour les PDF en arabe, ça marche aussi. Oui, ma question est à M. Boucherie. Concernant votre base de données qui est considérable, est-ce que vous avez intégré, ou plutôt quelle place vous avez laissé au dictionnaire de Ibn Manzour, Kitab Lisan al-Arab? Je réponds? Oui, bien sûr. معجم لسان العرب لابن منظور هو معجم يتضمن 5 معاجم سابقة. Dictionnaire qui rassemble 5 dictionnaires précédents. Vous le trouverez sur le blog dictionnaire. Il est en train d'être introduit sur la plateforme. Vous le trouvez ici, la page de la plateforme. Ici, vous trouvez le blog linguistique. Dans ce blog linguistique, vous trouverez tous les textes arabes. Et vous pouvez chercher un mot et trouver donc les textes. Un mot, vous pouvez le trouver dans différents textes, 100 000 fois, 50 000 fois, ou moins ou plus, avec la date. Donc vous le trouverez, y compris donc, ces mots dans Lisan al-Arab, qui est un texte qui a été répertorié. Merci. Lorsque le trésor de la langue française a apparu, il y a plus de 20 ans, je crois, en plusieurs années, en une collection de volumes énormes, on a été saisi d'admiration et même de stupéfaction sur le travail qui avait été réalisé pour organiser cette collection d'histoires de mots, d'étymologie, de comparaison. Mais lorsqu'on vous écoute, évidemment, vous bénéficiez de travailler un peu plus tard avec des moyens informatiques complètement transformés par rapport à la période précédente. On n'est pas saisi d'admiration, on est saisi de stupeur. Ce travail énorme, immense, vous dites qu'il mobilise actuellement 500 chercheurs, d'après ce que j'ai compris. Le dictionnaire de la langue française, qui a été travaillé surtout par l'Université de Strasbourg il y a déjà longtemps, n'a jamais mobilisé autant de gens de façon continue. Est-ce qu'on peut savoir si vous avez un peu, ou beaucoup, ou pas du tout, de coopération avec les Français qui ont travaillé sur le dictionnaire de la langue, sur ce trésor de la langue française, qui est évidemment une expérience qui pour nous était sans précédent, mais qui avec vous va être exacerbée, si je puis dire. شكرا جزيلا. حاولنا بالفعل أن نتواصل مع المؤلف المرحوم للمعجم avec le fondateur, si j'ose dire, du dictionnaire historique de la langue française, et c'était avant la période de la Covid.
Mais malheureusement, la pandémie nous en a empêchés, nous n'avons pas pu poursuivre, mais grâce à l'intervention de notre collègue, M. Salam Kawakibi, nous avons pu avoir les informations concernant le travail effectué par des institutions de renommée comme le Robert, Larousse ou autres. J'espère que nous aurons l'opportunité à l'avenir de mettre en place de tels partenariats. Merci. Et peut-être qu'il va falloir que c'est le temps de rendre l'antenne, hein, comme on dit. Non, allez-y, allez-y. Malheureusement, tout récemment, j'ai été en contact avec l'encyclopédie Universalis parce qu'on est en train de lancer un projet à Doha, Arabica, encyclopédie Arabica. Et dès qu'ils ont vu Doha, Qatar, ils ont demandé 12 millions d'euros. C'est dommage, c'est triste, c'est à regretter, parce que ça aurait pu être un projet de collaboration, d'échange culturel énorme.